Professeur Éric Côme, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC et BFM TV. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On vous a beaucoup entendu pendant toute cette crise. Est-elle finie? C'est évidemment la question qu'on se pose ce matin avec vous. Masque obligatoire dans les lieux publics clos dès la semaine prochaine. Et pourtant, Emmanuel Macron, il y a encore quelques jours, disait que ce ne serait qu'à partir du 1er août. C'est donc qu'il y avait urgence. Écoutez, on avait tous été un peu surpris quand même quand le président avait dit 1er août. On ne comprenait pas pourquoi il fallait attendre 15 jours pour mettre en place cette mesure qui apparaissait quand même fondamentale. On aurait déjà dû la mettre en place d'ailleurs dès le début du déconfinement, tellement les masques sont importants dans cette épidémie. Et donc c'est une bonne chose qu'ils ne se soient pas fixés sur cette date du 1er août et qu'ils disent qu'il faut mettre ça en place plus tôt. Et vous avez tendance à dire qu'il faudrait le faire tout de suite en fait? Bah oui, je pense qu'effectivement, il aurait fallu mettre en place cette mesure dès le début du déconfinement pour éviter de faire remonter le taux de reproduction de l'épidémie trop rapidement. C'est une maladie qui se transmet par voie respiratoire, donc effectivement, le masque apparaît absolument fondamental pour casser les chaînes de transmission. Qu'est-ce que vous constatez, vous, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui faisait partie des hôpitaux qui ont été pris d'assaut? Est-ce que vous avez encore des malades peut-être qui sont encore là? Ou est-ce que vous avez même des nouveaux malades? Est-ce que vous pouvez le percevoir? Ou est-ce que c'est juste une intuition que cette maladie revient? Non, malheureusement, c'est pas une intuition. Non, je me fie pas trop à mon intuition. C'est la réalité, malheureusement, des faits. C'est-à-dire que pendant toute une période, on n'a plus de nouveaux malades. Donc on était, notamment le mois de juin. Le mois de juin s'est passé vraiment très tranquillement. Et puis depuis début juillet, on voit réapparaître, fin juin, début juillet, on voit réapparaître les malades. Et tous les jours, on a des nouveaux malades, un nouveau malade. C'est pas explosif, clairement. Mais le problème, c'est que ça nous rappelle à tous ce que nous avons vécu en février, avant que l'épidémie démarre, c'est-à-dire où on a un malade par jour, un malade tous les 2 jours. Bon, actuellement, c'est plus qu'un malade par jour. Hier, j'en ai eu 3 quand même. Donc, on a des malades qui arrivent, et c'est comme ça dans beaucoup de services de la région parisienne. Et il est probable que ce qui se passe en région parisienne, finalement, ne soit pas grand-chose par rapport à ce qui risque de se passer dans d'autres régions de France, qui, elles, n'ont pas été impactées par la première vague épidémique, et qui donc risquent, pour le coup, de se prendre une vague épidémique. Vous pensez sans doute à la Mayenne, on en a beaucoup parlé, mais on l'apprend à l'instant, en Bretagne, le taux de reproduction effectif est de 2,67. Concrètement, 2,62, pardon. Je vois vos sourcils qui remontent avec inquiétude. C'est un chiffre qui vous parle. Qu'est-ce que ça représente? En fait, vous me l'apprenez. C'est pour ça que... On vient de l'apprendre. Voilà, ok. C'est un chiffre inquiétant. S'il se confirme, alors il faut le confirmer, je pense, mais s'il se confirme, c'est un chiffre inquiétant parce que ça veut dire que l'épidémie repart. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Ça veut dire qu'une personne va en contaminer 2,6. Donc, ça s'appelle une épidémie qui repart. Parce que pour que l'épidémie cesse, il faudrait que le fameux chiffre que vous venez de citer soit inférieur à 1. Or là, il est presque à 3. Donc c'est à peu près les chiffres qu'on avait d'ailleurs au moment du début de l'épidémie en mars. Donc ça, c'est inquiétant. Mais ce que vous décrivez en Bretagne se passe probablement dans d'autres régions de France. Je pense à la Gironde, par exemple, ou aux Bouches-du-Rhône, où on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais où moi, j'ai des retours de patients qui arrivent à l'hôpital. Et quand on voit arriver des patients dans nos hôpitaux, il y a probablement 20-30 fois plus de malades qui s'ignorent complètement. L'hôpital, ce n'est que le haut de l'iceberg. Ça veut dire que derrière, ça continue à circuler. Voilà, exactement. L'hôpital, c'est le haut de l'iceberg. Ça représente probablement, on va dire, pour être caricatural, 10% des personnes infectées. Donc pour une personne qui rentre à l'hôpital, vous en avez probablement plus de 10 qui sont infectés, qui se promènent dans la population générale. Ce qui est évidemment très inquiétant, c'est quand vous faites référence au mois de février ou de mars, c'est-à-dire que vous avez le sentiment qu'éventuellement, à l'instant où on se parle, on n'est pas à la fin d'une épidémie, mais comme si on était à nouveau au début. Alors oui, mon opinion, c'est qu'on n'a jamais été à la fin de l'épidémie. Je crois qu'il y a eu une erreur quand même fondamentale, notamment de la part, par exemple, du Conseil scientifique qui a dit qu'il allait arrêter de travailler. Donc ça a crédité l'idée que l'épidémie était finie. Ça, c'est une catastrophe d'avoir dit ça, parce que l'épidémie, malheureusement, je suis désolé, parce que je vais être un peu l'oiseau de mauvais augure, mais l'épidémie, je pense quand même que le gros de l'épidémie est encore devant nous, et non pas derrière nous. Oui, je sais, ça paraît difficile de dire ça. Alors, ça sera probablement différent
différent selon les régions de France. Je pense que le Grand Est ou la région Île-de-France ne vivront pas ce que nous avons vécu en février-mars. Mais par contre, d'autres régions de France qui n'ont pas été impactées comme l'ont été le Grand Est et la région Île-de-France en mars vont être impactées très probablement si l'on y prend garde dans les semaines qui viennent. Quand on parle à l'instant de la Bretagne ou de la Mayenne, ce sont effectivement l'ouest de la France qui jusqu'à présent avait été très préservé. C'est à eux que vous dites de faire particulièrement attention ? En fait, je dis à tout le monde de faire particulièrement attention, y compris en Île-de-France, y compris dans le Grand Est, sauf que nous, on est sensibilisés parce qu'on a déjà eu à gérer la première vague. Et en plus, il y a quand même un relâchement assez compréhensible. C'est la période des vacances, on n'a pas envie de se prendre la tête avec un masque, je le comprends très bien. Mais malheureusement, dans les lieux clos, c'est absolument indispensable. On va parler dans un instant justement des masques de manière assez précise et puis des tests. Mais c'est un week-end de départ en vacances, les gens vont bouger énormément dans les trains, dans les voitures. Passer d'une région à une autre. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que s'il est encore possible pour certains de ne pas tellement bouger cet été, vous y seriez favorable ? Non, parce que je pense qu'on a besoin de bouger. C'est très important pour faire respirer notre cerveau. Mais il faut bouger de manière intelligente, c'est-à-dire en respectant les autres, en faisant attention et en portant le masque, notamment dans les transports publics. Les masques, on le disait, ce sera donc obligatoire à partir de la semaine prochaine. Les espaces publics clos, il y a encore une définition à en donner. Est-ce que, en toute sincérité, par exemple, l'intérieur d'un restaurant, une salle à l'intérieur d'un restaurant, ça vous paraît être un endroit où désormais on peut aller forcément sans masque, puisqu'il y a quand même, quand on s'alimente et quand on mange, on est obligé de l'enlever ce masque. Comment on fait concrètement ? Et là, je demande vraiment aux médecins que vous êtes, aux professeurs, de nous dire son sentiment le plus rationnel possible. C'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait ce virus challenge notre mode de vie et notre façon de vivre ensemble, et ça c'est difficile. Disons que dans les lieux clos où on ne peut pas ventiler, où on ne peut pas aérer, il faut porter le masque. C'est malheureusement terrible comme constatation. Dans les lieux clos où on peut aérer, où on peut ventiler, et notamment il faut profiter de l'été pour dire quand même on peut être les fenêtres ouvertes, il n'y a aucun problème. Là, je pense qu'il n'y a pas de problème majeur à enlever le masque. Je dis bien problème majeur, mais sous réserve que l'on puisse aérer. Si on ne peut pas aérer les locaux, les ventiler, je pense que c'est très compliqué. Donc, et la question de la manipulation, par exemple, si on prend l'exemple des restaurants, le fait qu'on manipule les couverts, on manipule les assiettes, on manipule les verres, est-ce que ça vous inquiète ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez rassurer ceux qui nous entendent ? Oui, non, je pense qu'il ne faut pas non plus tomber d'un excès dans l'autre. Je pense que le principal, c'est le port du masque parce que c'est une maladie qui se transmet par voie respiratoire. Je pense que la transmission par contact, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, bien évidemment, elle existerait probablement, mais en se lavant les mains, en faisant attention, il faut rassurer les gens, il ne faut pas non plus devenir parano avec ce virus. L'important, c'est le masque, et évidemment de se laver les mains régulièrement, mais il ne faut pas non plus s'arrêter de vivre à cause de ça. Le masque, c'est le masque chirurgical ou le masque en tissu, ça protège surtout les autres, au fond. Est-ce qu'il faudrait imaginer éventuellement pour les personnes les plus fragiles ou les plus à risque, qu'ils aient des masques qui les protègent eux ? On pense au masque FFP2 dont on parlait au début de l'épidémie. Aujourd'hui, tout le monde met des masques plus simples. Faudrait-il que ceux qui sont les plus exposés aient des masques de meilleure qualité ? Écoutez, je pense que déjà, si on respecte le port du masque chirurgical, déjà, c'est très bien. Je pense que les masques FFP2, c'est très difficile de vivre avec un masque FFP2 toute la journée. Je pense même que c'est à part les soignants qui en ont l'habitude, c'est vraiment impossible. Donc non, faisons bien le masque médical, le masque chirurgical, si vous préférez le terme, mais ne nous prenons pas la tête avec le masque FFP2, qui est quand même quelque chose de beaucoup plus compliqué, sauf pour les soignants, évidemment, qui, eux, sont exposés. Je voudrais qu'on parle aussi des tests, je voudrais qu'on parle des traitements éventuels, des vaccins et puis de la situation et du contrôle de la situation sur les tests. Est-ce qu'il faudrait les systématiser davantage ? On a promis une capacité aujourd'hui à prodiguer 600 tests par semaine, mais on voit que dans les faits, il y en a à peine 300 000 qui sont faits.
Oui, je suis au courant, effectivement. Alors, je pense que c'est pas uniquement un problème de test au niveau de la disponibilité des tests. En La fait, capacité est là. oui, la capacité Désormais. à tester est là. Le problème, c'est les hommes. En fait, parce que comme vous savez, pour tester, il faut faire des prélèvements nasopharyngés. Enfin, vous savez, il faut mettre un écouvillon dans le nez. Tout le monde a vu cette image à la télévision. Ça, c'est un geste médical, enfin, qui est fait par des infirmières. Mais il faut des gens pour tester. Moi, par exemple, dans mon hôpital, on manque d'infirmières et je ne peux pas tester les gens qui viennent me consulter dans mon propre hôpital, ce qui est quand même complètement Ça veut dire que incroyable. s'ils viennent, que vous constatez que vous avez besoin de les tester, Oui. Vous leur dites rentrer chez vous? Exactement. Je ne peux pas les tester. Je leur dis pas rentrer chez vous, je leur dis aller au laboratoire du coin où je sais que ils vont attendre. C'est parfois sur rendez-vous. Ils auront peut-être pas le résultat du test avant 48 heures, 72 heures, parfois plus longtemps. Donc oui, il y a un problème d'hommes pour prélever, mais si c'est le cas, pour rendre les résultats. Le cas chez vous où vous êtes à la Pitié-Salpêtrière, qui est un des plus gros hôpitaux de France, qu'est-ce que ça doit être ailleurs? Ben oui, c'est malheureusement la question que je me pose. Est-ce que vous avez des réponses? Est-ce que vous avez alerté? Oui, j'ai alerté, évidemment. Mais bon, pour l'instant, voilà, il y a un problème de personnel. Je n'ai même pas assez d'infirmières, parfois, pour s'occuper correctement des malades qui sont hospitalisés dans mon unité. Donc, demander une infirmière en plus pour pouvoir prélever, apparemment, c'est très compliqué. C'est moins compliqué pour Roissy, mais ça a l'air compliqué pour mon propre hôpital. Ce qui pose un problème, parce qu'il y a des gens qui doivent se faire tester. On sent dans votre voix, effectivement une incompréhension quand vous dites c'est possible pour Roissy. Il y a aussi une de ces difficultés, c'est que l'obligation à être testé pour pouvoir prendre l'avion fait que, notamment, c'est ce que disent les laboratoires d'analyse, ils disent en fait on est pris d'assaut par les gens qui partent en vacances, qui ont un besoin de tests pour pouvoir prendre l'avion, mais ceux qui sont malades sont donc obligés d'attendre. Oui, effectivement, il y a un vrai paradoxe là, mais en même temps ça souligne que certains pays dans lesquels on part en vacances sont plus exigeants que nous le sommes vis-à-vis des gens qui viennent chez nous. Ça c'est un problème, on a vu des clusters autour de Roissy notamment, ou même dans les Bouches-du-Rhône, qui peuvent être venus par avion. Alors effectivement, vous êtes bien informé, il y a des clusters qui se développent à partir de personnes qui reviennent de voyage et qui n'ont pas été mis en quarantaine tout simplement, puisque finalement la quarantaine c'est vraiment la seule mesure efficace pour contenir un départ d'épidémie ou un départ de chaîne de contamination à partir d'une personne qui revient d'un pays où il y a une épidémie en ce moment et qui ramène le virus chez nous. Vous le regrettez qu'il n'y ait pas cette quarantaine de manière plus systématique pour tous ceux qui arrivent sur le pays? Je le regrette fortement, oui, absolument. Je pense que c'était une mesure absolument indispensable. D'ailleurs, c'est une mesure qui est en cours dans beaucoup des pays asiatiques qui sont parmi ceux qui se défendent le mieux contre l'épidémie. C'était une mesure qui était même en cours, sans aller si loin, en Angleterre, pas plus tard que la semaine dernière. Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi ce qui est possible ailleurs n'est pas possible chez nous. Enfin, moi, en tout cas, je ne le comprends pas. Si on est testé positif, si on a donc réussi à traverser ce parcours du combattant quand même que vous décrivez, qu'on réussit enfin à faire le test et que après 24 heures ou 48 heures pour certains tests, on obtient enfin le résultat, que faire? Si on est positif, vous voulez dire si on est positif, il faut s'isoler. Il n'y a pas d'autre solution que ça pour casser les chaînes de transmission et empêcher que vous contaminiez des gens dans votre entourage qui eux-mêmes vont contaminer d'autres personnes sur leur lieu de travail, dans les transports, etc. C'est comme ça que ça diffuse. Ça diffuse très très lentement, à bas bruit. C'est presque une épidémie silencieuse. Et quand on commence à voir les cas, en fait, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que l'on ne voit pas. Parlons des traitements. Est-ce que à ce jour, on doit regretter qu'il n'y ait toujours aucun traitement, ou est-ce que vous commencez à avoir de l'espoir sur certains traitements? Alors écoutez, c'est assez simple pour les traitements. Il y a deux phases dans la maladie. Il y a la phase du virus et puis il y a la phase de la réponse immunitaire qui se fait de manière inappropriée chez un certain nombre de personnes. C'est ce qu'on a appelé l'orage immunitaire ou orage cytokinique, peu importe le terme. Pour le virus, pour le moment, malheureusement, on n'a toujours rien. C'est vraiment très embêtant. Donc du coup, la maladie évolue spontanément. Chacun se défend comme il peut. Et certaines personnes font cet orage immunitaire dont on parlait. Mais pour l'orage immunitaire, on a des médicaments qui marchent. Enfin, on en a au moins les corticoïdes. Enfin, la dexaméthasone en l'occurrence, mais c'est de la cortisone en fait. Ça marche très bien. Enfin, ça marche bien contre l'orage immunitaire. Et là, il y a un deuxième traitement dont on sait qu'il va contribuer aussi à améliorer les choses. On en a déjà parlé. Lequel ?
Même ici, je crois, le tocilizumab, on en avait déjà parlé, il y avait une équipe française qui avait publié, et les résultats vont être confirmés par des études un peu plus rigoureuses, et donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que ce traitement guérit ? Alors, ce traitement permet de passer le cap de l'orage immunitaire, et après, on guérit et on est immun pour un temps qu'on espère le plus long possible. Est-ce que ça veut dire, professeur Eric Combe, que potentiellement c'est une maladie dont on arrivera à ne plus mourir ? Oui, je pense qu'on a de plus en plus de moyens qui permettent de contrôler la gravité de la maladie. Alors évidemment, il faut avoir suffisamment de lits, il faut avoir suffisamment d'hommes derrière les lits, il faut avoir suffisamment de réanimateurs, puisque c'est quand même là que se fait le gros du combat. Mais si on prend en compte tous ces éléments-là, oui, je pense qu'on peut être optimiste sur la guérison de la maladie. Sur la question des séquelles, on constate de plus en plus de malades qui traînent pendant très longtemps, un épuisement, une fatigue, voire même des séquelles neurologiques. Est-ce que c'est des exceptions ou est-ce que finalement c'est assez fréquent ? Alors malheureusement, effectivement, il y a un problème de séquelles. Alors il y a plusieurs types de... Enfin, les principales séquelles sont pulmonaires quand même. C'est-à-dire que les personnes qui font des syndromes asphyxiques, qui se retrouvent en réanimation, qui sont ventilées, ces personnes-là vont faire ce qu'on appelle une fibrose pulmonaire, des cicatrices, et qui sont responsables d'un certain degré d'insuffisance respiratoire. Donc ça, effectivement, il y a ces séquelles-là. Vous avez parlé des formes neurologiques, vous avez raison. Malheureusement, ce virus a un tropisme neurologique, donnant des manifestations cérébrales, je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être même des manifestations psychiatriques, entre guillemets. Donc, effectivement, c'est quand même une extrême minorité, mais malheureusement, ça existe, et malheureusement, ça ne guérit pas Enfin, pour l'instant, on est en train d'écrire cette histoire. Hein. Donc, mais on commence à avoir du recul par rapport au premier malade. On commence à avoir un peu de recul. Alors, on est en train d'analyser les choses, parce qu'il y a des phénomènes qui viennent un peu brouiller les pistes, si je peux dire, mais malheureusement, oui, il faut du repos. Hein. Est-ce qu'il y a des séquelles, y compris chez des malades qui ont été asymptomatiques ou qui n'ont pas même eu conscience de contracter la maladie ? Alors, non, honnêtement, ça paraît difficile à imaginer qu'on puisse être complètement asymptomatique à la phase aiguë et qu'on puisse avoir des séquelles 2 à 3 mois plus tard, alors que la phase aiguë est complètement passée inaperçue. Là-dessus, vous pouvez nous rassurer ? Oui, là-dessus, je pense qu'on peut être rassurant. Est-ce qu'on en sait plus aussi sur la transmission ? On a pu constater cette semaine en France une mère qui était atteinte du virus et l'enfant à qui elle a donné naissance qui lui-même était testé positif au virus. Oui, j'ai vu ça, effectivement. Il y a eu un cas, ça a été rapporté par une équipe française d'ailleurs. Oui, on est en train de découvrir cette maladie en même temps que vous, hein, finalement. Hein. Donc tous les jours, on apprend des choses nouvelles. On en sait quand même de plus en plus. Mais effectivement, au mode de transmission respiratoire vient se rajouter le mode de transmission potentiellement de la mère à l'enfant in utero. Oui. On en sait quand même un peu plus. Comment vous la définiriez aujourd'hui avec ce début de recul, cette maladie ? Est-ce qu'on a fait des erreurs au début parce qu'on avait peu de connaissances ou des mauvaises connaissances ? Des erreurs, vous savez, on en a tous fait. Au-delà des questions du matériel. Oui. Alors les matériels, c'est plutôt un problème de pénurie qu'un problème d'erreur. C'est un manque d'anticipation plutôt. Mais des erreurs, oui, on en a tous fait. L'important, c'est de ne pas en refaire et surtout de ne pas refaire les mêmes, parce que ça serait quand même catastrophique, parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc si on fait pas bien les choses, on va voir exactement les mêmes phénomènes se réapparaître. Il y a ce nouvel indice qui est l'analyse des eaux usées, notamment à Paris. Est-ce que ça vous paraît un indice fiable auquel il faut être attentif ? Oui, je crois que pour tous les spécialistes, l'histoire des eaux usées, c'est assez intéressant. On voit le virus qui circule quasiment en temps réel. Et donc, il y a des personnes qui disent qu'on peut suivre l'évolution d'une épidémie en regardant la présence du virus dans les eaux usées. Comment est-ce que vous imaginez les prochaines semaines ? Vous disiez tout à l'heure, à propos de la résurgence du virus, vous disiez si nous n'y prenons pas garde, est-ce que ça veut dire que si on y prend garde, on peut encore inverser la tendance ? Ah oui, je suis persuadé que si on y prend garde, on peut inverser la tendance. Hein. Alors ça, c'est pour moi une évidence. Il n'y a aucune raison que ce qui a été fait en Allemagne ne puisse pas être fait en France. Enfin, à mon sens, quand on me dit que ce qui est fait en Asie ne peut pas être fait en France, je veux bien essayer de l'accepter et de l'entendre, même si parfois je ne comprends pas tellement. Mais ce qui est fait en Allemagne, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire en France. Qu'est-ce qu'ils font de plus encore aujourd'hui que nous ?
Écoutez, ils sont beaucoup plus dans la prévention, beaucoup plus dans la santé publique, beaucoup plus dans le testing, dans l'isolement, que nous, qui sommes finalement beaucoup plus peut-être laxistes, en tout cas moins rigoureux. L'un des auditeurs d'RMC cette semaine nous disait qu'en Allemagne, lorsqu'ils rentraient dans un restaurant, on leur faisait signer une décharge, et surtout pour donner leur contact, leur numéro de téléphone, leur nom. On vérifiait à quel endroit ils s'étaient assis dans le restaurant, et on gardait toutes ces informations pour que si l'on découvrait qu'un des clients du restaurant avait été malade, on puisse rappeler tous ceux qui avaient été dans le restaurant en même temps. Exactement, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle, c'est pour faciliter le tracing, c'est-à-dire si jamais pour remonter la chaîne de contamination le plus rapidement possible, les contacts, mais c'est également ce qui se fait dans les transports. Je suis allé en Autriche il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé tous ces détails à l'arrivée en Autriche pour pouvoir me tracer si jamais il y avait eu un patient dans l'avion. C'est pas le cas en France. Et en France, quand je suis revenu, non, on m'a demandé si j'avais des symptômes du Covid et c'est tout. Et puis ensuite, vous pouvez vous promener dans la nature. Je peux me promener dans la nature comme je veux, sans qu'on puisse me tracer. Est-ce que vous seriez favorable? Est-ce que vous, vraiment, en tant qu'infectiologue, vous dites, mais dans les restaurants, on devrait faire la même chose en France? Je suis persuadé qu'on devrait faire la même chose. Après, je pense qu'il y a un problème de liberté individuelle. Enfin, je pense que c'est ça qui doit être le facteur paralysant, entre guillemets. Mais il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Est-ce qu'on préfère nos libertés individuelles à notre mode de vie, puisque quelque part, si on laisse ce virus se développer, ça va remettre en cause notre mode de vie. Oui, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux justement accepter ce genre de petites contraintes aujourd'hui pour ne pas remettre en cause de manière plus féroce le mode de vie? C'est exactement ce que je pense. Juste une question, est-ce que quand on voit l'épuisement des soignants, je ne vous demande pas à vous si vous êtes épuisé, mais j'imagine que quand même il y a une certaine fatigue, la France entière a l'air épuisée quand même de cette année particulièrement douloureuse. Si cette seconde vague survient, est-ce que les soignants sont prêts ? Écoutez, je pense qu'il faut se dire que cette deuxième vague, on va l'amortir le plus possible, que l'amplitude sera la plus basse possible. Je pense qu'il faut vraiment partir sur cette optique-là. Il faut surtout pas partir dans l'optique qu'on va avoir une deuxième vague comme la première, parce que là, je pense que ça passera pas bien. Vous savez, on a eu beaucoup de renforts dans la région Grand Est et dans la région Île-de-France pour pouvoir faire face à cette première vague épidémique. On n'a pas insisté assez là-dessus, mais des personnes sont venues de toute la France pour aider la région Grand Est et la région Île-de-France à faire face. Tous ces gens-là sont repartis, et si jamais l'épidémie explose en même temps dans différents parties du territoire français, là on va avoir un réel problème, parce qu'au niveau des soignants, on ne pourra pas s'aider les uns les autres. Il faudra faire avec son environnement. Merci professeur Éric Côme d'être venu avec nous sur RMC et BFM TV. Je rappelle que vous êtes le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Très belle journée à vous tous.